Voilà. Donc c'est troisième avant-première du salon du livre de samedi et dimanche, donc à l'Atrium, sinon voilà à l'Atrium. Donc Sébastien Spitzer qu'on reçoit ce soir pour son livre La fièvre. Ah ben voilà Dominique. C'est nos camarades. Mais tous les gens sont partis. Vous faites partie d'un cercle. Voilà. Le cercle c'est le serviteur des épluchures de pommes de terre. Communauté de lecteurs. Voilà. Donc tous ces gens-là sont des gens qui font partie de l'association qui les dimanches œuvrer pour que le salon se fasse les meilleures conditions possibles et qu'on fasse un bon salon. Et donc, Sébastien Spitzer, qui est là ce soir pour son livre La fièvre, qu'on devait recevoir déjà au salon de l'année dernière. Donc, entre-temps, le livre est sorti en format poche. Donc, voilà. Sébastien devait être parmi nous au salon de l'année dernière, à la salle de bar. Mais voilà, il n'y a pas eu de salon. Donc, le livre qu'on a beaucoup aimé, beaucoup défendu ici au presse-papier, bon, Pamela notamment, moi aussi, Nicolas, évidemment, qui nous a fait découvrir. Et donc, du coup, qui parle, bon, évidemment, ça ne va pas trop nous sortir de ce qu'on dit en ce moment, mais voilà, qui parle de la fièvre jaune qui est à Memphis en juillet 1878. Voilà, c'est un roman donc avec une assise historique très solide, mais c'est vraiment un roman, une fiction, un roman d'aventure. Voilà, il y a tout ce qui fait de la littérature dans ce livre. Voilà, c'est pas un roman historique. Voilà. Non, voilà. C'est une histoire vraie et que j'ai découverte dans les livres, donc ça tombe bien, elle était déjà écrite, en partie seulement. Mais en tournant les pages de mes bouquins d'histoire, à chaque fois, je me dis mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et dans ces moments-là, quand on est écrivain et qu'on aime bien l'histoire, c'est qu'on tient quelque chose. Voilà. Et ensuite, il faut aller bien au-delà. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment un très très beau livre de littérature que j'encourage à lire, évidemment. Et je vous laisse pour l'entretien. Merci. Merci. Sébastien, bonsoir et merci encore d'être revenu avec toutes ces péripéties. Et effectivement, vous êtes l'auteur de, je ne reprends pas tout ce que Catherine a dit, mais enfin vous êtes l'auteur de 3 romans maintenant. Vous aviez été journaliste auparavant, je ne sais pas si vous êtes toujours un peu. Dès le premier livre, enfin le point commun de ces livres, c'est qu'ils ont tous quand même un fondement à la fois historique et il y a une part d'enquête aussi. D'archives, par exemple, le premier, là, qui a été le premier distingué, je pense, hein, c'est Rêve Compiétine, qui est sur la famille, particulièrement la femme de Goebbels. On peut le dire, sur la femme de Goebbels. Le second, Le cœur battant du monde, qui est sur un enfant caché de Marx, et donc on est dans toute cette période. Et celui-ci, donc La fièvre, dont on va parler ce soir, qui se passe en 1878 dans le Mississippi, et exactement à Memphis. Et donc les premières questions que non, tout d'abord, il faut absolument que je vous parle des qualités du livre très rapidement. C'est que c'est un livre absolument passionnant, romanesque. On est vraiment attrapé par ce livre. Dès qu'on commence, vraiment, on peut plus s'arrêter. C'est vraiment haletant. Il y a des tas de péripéties, c'est très bien construit, et c'est aussi un livre qui est très bien écrit, dans lequel il y a vraiment des trouvailles, des bonheurs d'écriture formidables, très, très poétique, et en même temps un livre très au style très fluide. Je pense que c'est vraiment un roman que tout le monde peut lire avec plaisir. Et ma première question dans ce livre, qui évidemment nous évoque
d'autres fièvres plus contemporaines qu'on a vécues ces 2 dernières années. C'est comment est-ce que la construction du livre est faite, c'est-à-dire est-ce que parce qu'il a un côté presque scénarisé, quoi. Parfois on se dit ça pourrait être un film d'aventure, presque tellement on est pris. Alors est-ce que vous procédez par un plan extrêmement détaillé, ou est-ce que vous avez simplement entre guillemets suivi le déroulement des événements tels qu'ils s'étaient produits? Ça marche pas. Mais vous m'entendez comme ça? Oui, c'est bien. Oui, c'est même mieux. Non, mais mieux. Ça, c'est mieux? Oui, c'est mieux. D'accord, c'est mieux. Comment j'écris? Mais merci pour ces compliments, ça me touche beaucoup parce que j'écris d'abord parce que j'aime les mots, j'aime les sonorités, j'aime le rythme, j'aime cette mécanique intérieure qui dit avant de montrer les mots, ces explosions de sens quand on juxtapose de mots qui a priori n'ont rien à voir et qui, comme deux cailloux, vont faire naître un feu qu'on ne s'attendait pas à voir. Donc je suis entre la littérature et l'histoire. J'adore les mots, voilà. Et j'aime l'histoire, j'aime les histoires qu'on raconte, j'aime les histoires qu'on se raconte. Comment j'ai construit ce récit, ce roman? J'ai fait bêtement un plan. J'avais un plan parce que j'avais un début et je savais comment ça se terminait. Voilà mon plan. Après, je pourrais vous avouer que j'ai un plan ensuite que je détaille en permanence et que je reprends chaque semaine. Au début, je trouvais ça assez honteux, donc je le faisais discrètement. Et maintenant, je l'assume parce que je le recommande. J'anime des ateliers d'écriture, je donne des cours à Sciences Po à des élèves qui veulent apprendre à écrire entre l'histoire et la littérature. Et je me suis documenté sur le plan, sur des histoires de plans. Est-ce que je suis le premier? Est-ce que c'est normal? Donc je l'ai fait auprès de mes amis écrivains. Et aussi dans tous les livres que je croise. C'est toujours intéressant de lire les préfaces. L'année dernière, je lisais une préface de l'idiot Dostoïevski. Dostoïevski, il a mis 2 ans à écrire le plan de l'idiot de l'idiot. Racine a mis 6 mois pour écrire le plan de Phèdre. Bien qu'il avait déjà le récit, il existait auparavant, parce que c'est Échille, Sénèque, et puis Racine. Victor Hugo a mis 17 ans pour écrire Les Misérables, et il avait un plan qui revoyait tout le temps, voilà. Donc c'est pas ça semble un peu académique, ça semble assez scolaire, mais en vérité c'est le seul moyen d'éviter de finir dans le fossé. Ça fait non pas 3 romans que j'écris, ça fait près de 40 ans que j'écris. J'ai chez moi au milieu de mon salon une malle pleine de manuscrits. Et ces manuscrits sont tous commencés mais jamais finis. À chaque fois je me perdais quelque part. Parce que j'avais pas cette idée du plan et j'avais pas l'idée de la fin. Maintenant, je me lance dans c'est structuré, c'est vertébré. Voilà. Et c'est haletant, ça ménage la curiosité du lecteur. Quand on passe d'un chapitre à l'autre, on est pressé de savoir ce qui va se passer. Vous savez, les mots ont du sens quand on parle d'intrigue. Intrigue. Qu'est-ce que c'est? L'intrigue est bien menée. C'est bien ficelé. L'intrigue est bien menée. L'intrigue, c'est ce qui pousse le lecteur à tourner les pages. D'accord. Mais comment on arrive à ça? Pourquoi? J'essaye d'arriver à ça. Et pour mener une intrigue, pour conduire une intrigue, je sais qu'il faut que j'intrigue le lecteur. Avec des débuts d'idées qui ne sont pas achevés. Je commence quelque chose, j'amorce une image, mais j'en donne pas le tableau complet. Si bien que le lecteur éprouve l'envie d'en savoir un peu plus sur ce pourquoi qui vient de naître. Sur ce mais cependant, qui est glissé quelque part dans le texte. Et c'est pourquoi, tous ces pourquoi semés, j'y réponds progressivement. Je réponds à... J'ai un pacte avec le lecteur. Tu rencontres mon histoire, on va jouer le jeu, on va jouer tous les deux. Tu ne sauras pas tout le temps, tout de suite, mais je te promets qu'à la fin, tu auras tout compris.
Ce roman, avant d'entrer dans le roman proprement dit, l'intrigue proprement dit, on a compris donc que c'est l'histoire d'une épidémie, d'une fièvre qui va se dérouler sur un an et qui va modifier beaucoup de choses, non seulement dans la ville, mais parmi les protagonistes. Certains vont se retrouver dans des situations inattendues par rapport à ce qu'ils étaient au début, ça va profondément les modifier. Et je me demandais si le cœur, enfin le point commun de tout ça, la dominante de ce livre, c'était pas tout simplement un roman qui est le roman de l'envers des apparences. C'est-à-dire on nous présente d'abord des personnages et qui vont se révéler beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes que ce qu'ils paraissent. Mais c'est tout l'intérêt c'est tout l'intérêt d'un roman. C'est tout l'inverse alors. Il y a 1000 choses qui me viennent en tête. Ok. Les apparences, la complexité. Une interview de Houellebecq il y a 2 semaines qui disait dans Le Monde, un bon roman, c'est un roman. Comment c'était formulé? C'était pris en gros titre dans Le Monde. C'est un roman avec des histoires avec des bons sentiments, c'est ça? Avec des bons sentiments. Il y avait une histoire, il y avait une idée comme celle-là. Sans doute un peu à la provoque, Houellebecqienne. Mais ce qui me semble, j'aime lire pour découvrir la complexité, pour comprendre, pour m'assurer que eux aussi peuvent se tromper, qu'on n'est pas cousu de fil blanc, loin de là. On est pétri de tous ces doutes, de tous ces moments d'hésitation qui font qu'à un moment ou un autre, on peut basculer vers le mal ou le bien, c'est selon. Il y a des années, je raconte souvent cette histoire, c'est quand je présentais mon premier roman sur l'histoire de Magda Goebbels. Magda Goebbels, qui était la femme de Joseph Goebbels, qui s'est enfermée dans le bunker avec Hitler aux dernières heures de la Seconde Guerre mondiale, avril 1945. 8 mètres sous terre, avec Hitler pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Magda Goebbels, à la fin, elle empoisonne ses enfants, ses 6 enfants. Elle les endort, puis elle les empoisonne. Magda Goebbels, pendant 20 ans, donc première question, qu'est-ce qui fait qu'une femme va commettre un acte pareil, l'infanticide? Magda Goebbels, pendant 20 ans, elle a été élevée par un homme qui s'appelait Richard Friedlander, qui était commerçant berlinois et juif. Magda Goebbels, pendant 20 ans, elle a appris les rudiments, la tradition, elle a fait le Shabbat, elle a participé à des collectes de fonds pour le retour des juifs allemands en Israël, enfin en terre promise. Elle est tombée quand elle avait 15 ans, je ne raconte pas d'histoire, quand elle avait 15 ans, elle est tombée folle amoureuse d'un homme qui s'appelait Victor Arlosorov, et en Israël, vous allez dans les rues, vous trouvez boulevard Arlosorov à droite à gauche, c'est un des fondateurs de l'État hébreu. Donc cette femme, elle avait cette complexité, parce qu'elle a tué ses enfants, elle est d'une certaine manière parricide aussi, puisqu'elle va laisser partir cet homme qui l'a élevé en camp de concentration. En 1939, Richard Friedlander fait partie des premiers juifs assassinés en Allemagne. Il a élevé Magda Friedlander, elle a porté son nom comme si elle était sa fille, elle était sa belle-fille. Il l'a élevée comme si elle était sa fille. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que cette femme, à un moment, va basculer de l'autre côté? Qu'est-ce qui fait qu'elle va renoncer? Qu'est-ce qui fait qu'elle va passer à l'acte? Et il y a quelques années, je présentais ce livre en disant, voilà, dans une prison, à la maison d'arrêt du Mans. En disant, voilà, c'est l'histoire de Magda Goebbels, cette femme, ce monstre qui a tué ses enfants. À peine je dis ça, que dans la salle, un homme, la soixantaine d'années, des lunettes rouges, un peu transpirant, se lève et dit, mais pourquoi vous dites que c'est un monstre? De quel droit vous dites que c'est un monstre? Et tout le débat est arrivé. Tout le débat est né. C'est devenu intéressant. On a parlé de la monstruosité. De qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, on bascule dans la monstruosité? Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte? Est-ce qu'on est né monstre? Est-ce qu'on le devient? Je suis fan de Victor Hugo et c'est toute la question qu'il pose dans L'Homme qui rit. Alors, je l'ai recommandé à Nicolas la semaine dernière. Interro dans 5 minutes. Mais L'Homme qui rit, c'est Gwynplaine. C'est le personnage de Gwynplaine à qui on a fendu la bouche là, sur les côtés et qui rit tout le temps malgré lui.
Et Gwynplaine, l'homme qui rit, va inspirer le créateur de Batman qui va en faire Joker. Alors, on voit le personnage. Et il est sur la monstruosité. Quasimodo, c'est la question de la monstruosité. La différence. Le cœur battant du monde, c'est un peu autre chose, mais là, dans le dernier, j'étais en plein dans le mille. Avec La Fièvre, avec ceux dernièrement, j'étais en plein dans le mille. J'avais 3 personnages qui ne disaient pas ce qu'ils étaient et qui allaient se révéler dans l'adversité, face à la crise. Pardonnez-moi, mais c'est face à la crise que les masques tombent. On se révèle, on dit qui on est. C'est Paul Veyne, un grand historien, qui disait « C'est toujours facile de juger l'histoire. » Paul Veyne, V-E-Y-N. C'est toujours très facile de juger l'histoire loin de la guillotine. Tout le monde n'est pas aux lames de gouge. Ces personnages-là, j'imagine la suite des questions, je ne vais pas en dire trop, ils avaient en eux ce basculement, cette attitude d'être révélés, de montrer le cœur de ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans la tête, devant la crise, d'être révélés par la crise. La crise, c'est ça, hein, c'est le moment critique. Hein. C'est un mot qui porte Krisein, c'est le moment du tamis. Hein. Où on ne voit plus que l'essence de chacun. Et face à ce moment-là, ils vont révéler leur vraie personnalité. Le livre commence par un premier chapitre qui est en quelque sorte à la fois un crime, puisque c'est un lynchage. En fait, c'est un crime raciste, enfin, c'est le lynchage d'un noir par des membres du Ku Klux Klan. Et on rentre dans le chapitre, si j'ose dire, in medias res, c'est-à-dire directement dans le cœur de l'action et du point de vue du supplicié. Et d'ailleurs, alors il y a une chose qui nous frappe évidemment beaucoup aujourd'hui, c'est quand on lit les premières lignes, si vous me permettez, c'est par pitié, laissez-moi. Il est face contre terre, comprimé par un homme à genoux sur sa nuque, sa pommette et son front tassent le sable et le sentier. Et évidemment, ça nous évoque un si je peux dire, de George Floyd. Et pendant tout le livre, on va être amené à faire des parallèles entre ce que vous racontez là, de 1878, de ce développement de cette crise et des choses qu'on a vécues récemment. Et je voulais simplement pour savoir si ce premier chapitre était là parce qu'il montrait d'abord la banalité du crime, s'il était peut-être le symptôme aussi d'autres choses, le symptôme de l'histoire américaine à ce moment-là, qui sort de la guerre de sécession. Avant, il y a cet antagonisme entre le Nord et le Sud, enfin, bon, etc. Et si ça n'est pas en fait ce chapitre-là qui va déclencher tout le reste, si cette fièvre et cette épidémie n'est pas le moyen si ce n'est d'une punition, du moins d'une rédemption par rapport à un crime originel. Ben oui, c'est ça, en fait, il contient en creux tout ce qui va se développer derrière, mais cette histoire, j'en parlais avec Nicolas tout à l'heure, qui m'attendait gentiment en dehors, cette histoire, je l'ai écrite avant le Covid. Ce chapitre, je l'ai écrit avant l'épisode qui a bouleversé le monde. Simplement, ils prennent... ça faisait... j'ai remis mon texte, mon manuscrit, en février 2020. Et c'est en mars 2020 que le monde a fait tilt. Hein, que l'épidémie, en tout cas en France, on a pris conscience que, bon, nous aussi, quoi, et que tout le monde y aurait droit. Les Américains, etc. Donc ça faisait 1 an et demi que j'étais en train d'écrire cette histoire. Et ça faisait des mois que je réfléchissais au premier chapitre, comment commencer. Simplement, s'il y a des résonances avec ce qu'on a traversé, ce qu'on a vu derrière, c'est que en allant au bout, en allant dans cette démarche assez verticale de l'écrivain qui va creuser et qui va
aller chercher un événement et puis lui faire dire tout ce qu'il a à dire. Bon, on touche parfois à quelque chose qui est intemporel, hein, qui peut se reproduire encore et encore et encore. Je ne parle pas d'universalité, ce serait prétentieux, mais l'histoire bégaye. Hein. C'est Mark Twain qui disait qu'elle fait des rimes. L'histoire fait des rimes. Elle bégaye, elle ne se répète pas. Mais elle balbutie parfois. On a déjà entendu ce son quelque part. Oui, il y a d'ailleurs de très belles formules, j'en ai noté beaucoup, mais je vous en donne simplement une là qui est au début. Une brise trimballe l'odeur d'une poudre lointaine, de celle dont on faisait les balles autrefois, pendant la guerre, quand les bleus tuaient les gris par centaines de milliers. Et on a l'impression que là, la violence de la guerre, enfin, que la guerre prépare pratiquement la violence de la paix. Ce qu'il y a après est encore dans la conséquence de cette violence de la guerre et de ces affrontements entre les différents membres de la population. Bon, je passe si vous voulez. Non ? Vous voulez que je réponde à cette remarque ? Bien sûr. Si elle ne vous inspire pas, on passe à autre chose. Elle m'inspire que vous l'avez très bien lu, je trouve. En fait, j'écris toutes les phrases que j'écris, elles sont écrites en alexandrin. J'écris tout en alexandrin. Quasiment tout. Et j'écris tout en alexandrin. Et après, comme je vois que ce ronron s'installe, je le casse un petit peu, je le biaise, je le fausse. Sinon, on risque de s'installer sans moi-même. Mais là, j'ai entendu les alexandrins. J'ai joué sur les allitérations, les trimbales, voilà. Et sur l'absurde. Mais si vous relisez la Chartreuse de Parme, moi, c'est la Chartreuse de Parme, ça. La Chartreuse de Parme, c'est encore une guerre, c'est encore les guerres napoléoniennes, hein, c'est Stendhal qui va suivre ce personnage de Fabrice Del Longo, qui est confronté à un événement, une bataille en cours. Les rouges contre les bleus, les chevaux qui s'affrontent, hein, c'est ça, hein, c'est nébuleux, il ne comprend pas ce qui se passe, Fabrice Del Longo. Et c'est ça la guerre. Et c'est ça l'événement fort, le moment critique. J'ai été journaliste pendant 25 ans. Je suis allé en Afghanistan, au Congo, au Rwanda, au Liban. Je peux vous garantir que quand on m'envoie là-bas en tant que journaliste, c'est pour restituer un événement dont je ne comprends rien. Je ne comprends rien en vérité à ce qui se passe. Mais je cherche des points d'entrée. Hein, et les points d'entrée, c'est le témoignage vécu. Pour commencer à appréhender cette nébuleuse de l'événement. Hein, comme Fabrice Del Longo dans la Chartreuse de Parme. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça l'idée, quoi. Pardonnez-moi, mais il y a 2 ans, quand je suis en Normandie avec mes enfants, je conduis, elles sont en arrière de la voiture, et puis sur le chemin du retour, on passe par un rond-point et je vois 2 mecs en jaune. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ok, une semaine après, ils sont 8. D'accord ? C'est ça l'événement. Alors qu'ensuite, c'est le mouvement des Gilets jaunes et ça va être quelque chose de considérable. Qu'on apprécie ou pas, mais c'est considérable comme mouvement, c'est pas anodin. Hein. Mais on n'y comprend rien au début. C'est ça le point de vue. On n'y comprend rien. Et la difficulté pour moi, avec ce genre de phrase-là, c'est traduit, et pour tous les récits, c'est voilà, je connais l'histoire. Je suis historien de formation, j'ai bien travaillé, je me suis bien documenté parce que j'adore ça. C'est un très bon prétexte pour lire, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille. Et ensuite, il faut tout oublier, cette documentation, oublier comment ça s'est passé dans le détail exactement pour accepter le parti pris d'un individu qui ne va rien comprendre, qui va subir l'événement avant de commencer à avoir vaguement un début de prise sur l'événement. Ou en tout cas, un début de prise de conscience de l'événement en cours. Oui. Il y a 3 personnages principaux pour les présenter rapidement, sur lesquels j'aimerais m'arrêter un peu. Le premier, c'est évidemment Amy, qui est une jeune fille, enfin elle a 13 ans.
elle-même, le livre commence le 4 juillet, c'est-à-dire le jour de la fête de l'indépendance, qui est aussi son jour de naissance à elle, puisqu'elle est née juste après 1866, la fin de la guerre, donc elle est un peu l'héritière aussi de cette guerre-là, et c'est aussi l'enfant de l'indépendance, parce que finalement ce récit qui se déroule sur un an, qui est l'histoire aussi d'une adolescente dont la vie va être bouleversée, c'est aussi l'histoire d'une indépendance, d'une certaine prise d'indépendance. Et cette jeune fille vit avec sa mère qui est une femme aveugle, et elle attend toujours le retour d'un père qu'elle n'a jamais vu et qui lui a annoncé son retour pour son anniversaire et qui viendrait la voir, il lui a promis, etc. Et ça m'a fait remarquer, d'abord la chose la plus simple pour moi, c'est que dans vos livres, comme dans les livres de Victor Hugo, les enfants sont toujours les premières victimes des passions des adultes, ou encore plus des guerres, des choses comme ça. Et donc, elle, c'est une fille qui, à la fois attend, enfin il y a ce double mouvement, elle attend, elle va prendre une indépendance aussi, et elle est aussi, d'ailleurs, il y a une phrase là que je voulais absolument citer. À un moment, elle est au bord elle attend l'arrivée du bateau de son père, elle parle de son attente, de sa solitude, de son manque, etc. Et vous dites des enfants, que les enfants sont des baluchons de larmes. Je trouvais que c'est une expression vraiment magnifique. Et quant à son père, eh bien, j'aurais une question sur son père, mais à vous poser après si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, non, c'était simplement si je me trompais en imaginant que c'est le point commun de tous vos livres, de s'attarder sur le sort des enfants. Quoi. Les enfants sont souvent le centre, les premières victimes en tout cas. Oui, oui, c'est vrai, j'avoue. Ils font partie du tableau, ils font partie intégrante. Ils sont en première ligne bien souvent, mais j'évoque des moments critiques. Hein, et je suis navré, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a les enfants de Magda Goebbels, et puis il y avait des enfants dans les camps. Alors, pendant la révolution industrielle à Londres, pour le cœur battant du monde, qui a fait la révolution industrielle? Qui a fait la révolution industrielle? Qui était dans les usines à filer le coton et à être aspergé à longueur de journée d'eau parce que le coton doit rester humide, sinon le fil casse? C'était les femmes et les enfants. Et les enfants qui passaient sous les machines. Alors, des enfants qui avaient ces doigts agiles qu'on utilisait et Victor Hugo ne s'y était pas trompé. Victor Hugo, petite anecdote, je prépare un dictionnaire amoureux de Victor Hugo. Je me délecte de ce travail. Victor Hugo, vous savez d'où vient le personnage de Thénardier? Thénardier, c'était un sénateur, un ingénieur de l'industrie qui était devenu sénateur. Et Monsieur Thénardier, vivant du temps de Victor Hugo, avait un projet de loi concernant le temps de travail des enfants. Monsieur Thénard, il s'appelait. Et Monsieur Thénard voulait que les enfants puissent travailler jusqu'à 12 heures par jour, puis 15 heures par jour. Voilà. Pour la bonne marche, le bon fonctionnement de l'industrie. Hugo s'est vengé. Il en a fait Thénardier. Qui utilisait les enfants aussi. Et dans la fièvre, oui, il y a une enfant parce qu'elle incarne le changement, le basculement d'une époque. On passe de la guerre de sécession avec une représentation de l'homme noir, hein, qui est cet esclave dans les champs, au début l'idée d'une abolition. Et elle est métisse. Sa mère est aveugle. Vous savez, c'est fou, hein. Il suffit
les détails sont comme les cailloux dans une chaussure. Hein. Il suffit d'un détail pour signifier quelque chose ou pour faire sentir quelque chose d'important. Une femme noire, aveugle, qui va rencontrer cet homme blanc, voilà. Ça prend du sens, ça prend beaucoup de sens. Sur cette question de la femme aveugle, j'y reviendrai un peu plus tard si vous voulez, mais pour le moment, il y a une question qui m'intrigue, je n'ai pas la réponse, hein, mais qui m'intrigue beaucoup, c'est le fait que ce père qu'elle attend donc, arrive par un bateau qui s'appelle, le nom est le Natchez. Or, Vous avez fait une recherche? non, je n'ai pas fait de recherche, mais je me suis souvenu que les Natchez, ça m'a fait penser évidemment à Chateaubriand, Natchez, les Natchez, René, etc. Enfin, bon. Or, les Natchez, bon, d'abord il y a une ville dans le Mississippi, je pense qu'il s'appelle les Natchez. Les Natchez, il y avait aussi une tribu qui d'ailleurs, je crois, est une des seules qui n'a pas voulu partir dans des réserves, ou enfin bon, bref, peu importe. Mais surtout, ça m'a rappelé donc cette histoire de Chateaubriand, qui lui aussi écrit une autre histoire de l'Amérique, puisque en revenant de son voyage en Amérique, c'est ça qui fait sa célébrité en quelque sorte. Et d'autre part, la fièvre arrive par le bateau, puisque c'est lui qui va être la première victime de cette fièvre. Alors, est-ce que, en nommant ce bateau les Natchez, vous aviez une idée derrière la tête en relation peut-être avec Chateaubriand, dont d'ailleurs Victor Hugo disait « Je veux être Chateaubriand au voyage ». C'était son idée. Non, si j'étais allé jusque-là, ce serait obsessionnel. Il faudrait me demander de calmer un petit peu. Mais si vous m'amusez, parce que je vous ai demandé si vous étiez documenté. Non. Vous êtes un peu documenté sur Natchez. Vous avez buté sur le mot. Ah oui. Les Natchez et la ville du Mississippi. Oui, c'est à cause du documentaire qui est passé il y a 2-3 jours là, sur Arte, vous savez. Alors, vous êtes un puits de science. Ah oui, Ils ont parlé des Natchez. Ah oui. Plus simplement, moi, je suis très curieux et je me demandais quels étaient les noms des bateaux qui circulaient à l'époque sur le Mississippi. Donc il y en a un qui s'appelait réellement le Natchez. Et j'ai trouvé ça chez Mark Twain, qui a une histoire du Mississippi qui est passionnante, en 2 volumes, et qui décrit par le menu comment le fonctionnement des bateaux, leurs noms. Quand j'avais 12-15 ans, j'avais un nom qui me fascinait. Parce qu'il était passionné par les trains. Il avait dans son garage, il avait reconstitué tout un paysage de France dans son garage. Il avait fait un trou au milieu et il apparaissait comme une poupée, comme ça, comme un pop-up. Il surgissait et il avait ses trains. Il connaissait tous les horaires de tous les grands trains de toutes les grandes villes. Je me suis pas documenté autant que lui, mais il y a un moment, j'étais assez bon quand même en nom de bateau et d'horaire et de passage sur le Mississippi. D'accord. Bon. Et non, parce que cette histoire de Natchez, ça symbolise quand même. Là, on parlait par exemple dans le sud des Noirs qui étaient esclaves, etc. Et ça fait penser évidemment au génocide aussi des Indiens. Donc ils rentrent un peu par le bateau et par ce nom de Natchez dans l'histoire. Mais passons. Autre personnage très, très important sur lequel on ne vous révèle pas trop de choses parce que le roman est tellement palpitant que vous allez la découvrir, mais c'est un personnage formidable, c'est Anne Cook, la tenancière du bordel de la ville, qui est donc une personne d'assez mauvaise réputation au début, quoique son établissement soit très, très bien tenu, et c'est vraiment quelqu'un qui fait du bon travail. Et un troisième personnage très intéressant qui signe le journaliste, un patron du journal Le Local, que nous connaissons déjà grâce au premier chapitre où son nom est cité, donc on sait qu'il a participé au lynchage du Noir au début, et qui est un personnage
alors là, c'est là que j'ai trouvé que c'était... Il y avait vraiment une formidable idée de romancier, parce que c'est un personnage qu'on est... a priori qu'on aimerait détester et qui a des côtés effectivement très peu sympathiques, et finalement assez rapidement dans le livre, parce que c'est un homme qui est en quelque sorte en perdition lui aussi, parce qu'il a des malheurs conjugaux avec sa femme qui est partie probablement rejoindre un amant à New York, enfin bon bref. Et d'ailleurs vous avez une façon très touchante et très subtile de le dire, parce qu'à un moment il essaie d'envoyer un câble par le télégraphe, et le câble, la ligne est coupée. La ligne est coupée comme la ligne est coupée finalement avec sa femme et ses enfants. Donc il y a un parallèle là qui est vraiment très beau. Et en plus, c'est un... Ah bah voilà, j'avais noté à propos d'une très belle phrase. Il parlait de... Parce qu'il a vraiment l'amour de son travail, du journalisme, etc. Et il dit, en redoublant de travail, il désarmait ses doutes et faisait fondre à vue d'œil ses bourrelets de remords. Et nous demander tout simplement si ce qu'il incarne, ça n'est pas, enfin ce qui nous rend touchant et sa fonction dans le livre, c'est pas le fait d'être l'homme des défaites, parce qu'il a l'air d'être très remonté contre les Noirs, contre les nordistes, etc. Et finalement, tous les éléments de sa vie sont des défaites, et même le personnage qui Brown, là, c'est un ancien esclave affranchi qui dirige une fanfare et après une milice. C'est son ennemi intime, on ne sait pas trop pourquoi, probablement uniquement parce qu'il est noir, et quand il défile et qu'il joue de la musique avec sa fanfare, il dit même cette fanfare c'était une défaite pour lui. Bien vu, c'est ça. Il y a... toute la difficulté quand on essaie de créer un personnage, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas archétypal, hein, pas trop tranché, pas trop simple. Et lui, ce personnage, il est pétri de doutes. Il est fort dans sa faiblesse, il est fort. Hier, je suis allé voir un spectacle autour de Victor Hugo, des textes de Victor Hugo, et à la fin, le comédien écrivait « La lumière est partout, la certitude est une défaite ». Et c'est vrai que quand on a le crâne écrasé comme ça par ces certitudes, on n'est plus sensible à rien, on n'est plus vibrant de rien. Et ce personnage-là, il est au début avec ses certitudes, il a été vainqueur, hein, il faisait partie du Ku Klux Klan, c'était les salauds dominants. Hein. Bon, déjà on peut commencer à remettre en question cette idée, mais puisque les sudistes avaient perdu la guerre de sécession, mais bon, il était encore dans ces certitudes-là, il était encore dans sa lancée, dans son élan. Et son monde va progressivement être sapé sous ses pieds, hein. Il va perdre pied, il va être déstabilisé. Et c'est là qu'il commence à révéler sa nature profonde, sa complexité. Ce qui était passionnant avec lui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est face au moment critique, face à l'événement, il va dire qu'il est vraiment, au début, il est dominant, il est installé dans ses certitudes, il commet ses actes qu'il aligne sans même lui réfléchir. C'est Hannah Arendt, hein, on est dans la banalité du mal qui se reproduit encore et encore, tant que personne lui dit attention, à partir de maintenant, c'est un crime. L'ironie de l'histoire, le moment où c'est demandé, encouragé, et puis un moment, non. Quand la morale change de camp et quand la morale redevient, on retrouve le Nord, non, c'est criminalisé. Keating, il est intéressant pour ça. C'est le membre du Ku Klux Klan qui voit sa ville bouleversée par une épidémie qui chamboule tout. La population fuit, les fuyards arrivent, et les seuls qui vont défendre... Tout ça, c'est vrai, hein, ça s'est réellement passé comme ça. Les seuls qui vont défendre cette ville sont les anciens esclaves. C'est vrai. C'est vrai.
Et Keating va voir dans la presse un article qui, à la fin de cette épidémie, va dire voilà, c'est l'horreur et la ville a été mise à feu et à sang par les esclaves qui en ont profité pour violer les femmes, pour piller les maisons, celles qui restaient, et piller les maisons. Et quand il dit ça, il va dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est le moment de la prise de conscience. Une des plus belles pages de la littérature, pour moi, c'est dans Les Misérables, Victor Hugo, quand Jean Valjean fait son examen de conscience. Le chapitre s'intitule « Tempête sous un crâne ». Relisez-le, « Tempête sous un crâne ». Jean Valjean apprend qu'un certain Champmathieu a été attrapé par Javert et que Champmathieu est soupçonné d'être Jean Valjean et va être jugé le lendemain. Et il y a 10 pages extraordinaires sur la prise de conscience du vrai Jean Valjean et la nécessité d'agir en son âme et conscience, de rétablir la vérité. Eh bien ce personnage de Keating, qui a existé, raconte comment la lecture de cet article a bouleversé sa vie, et pour lui, il n'était plus question, ces vérités sont devenues des mensonges. Ce qu'il aurait laissé passer auparavant, ce qu'il aurait laissé glisser dans une ligne comme ça, parce que par réflexe conditionné, était devenu insupportable parce qu'il avait vu, parce qu'il avait compris. Et très sincèrement, c'est le cœur de tout ce que j'aime. C'est le moment. Moi, je suis né dans une grande et belle maison. Je suis né dans le 16e arrondissement. Maman était à l'aise, ma mère était à l'aise. Et mon père était en prison. Ils étaient séparés tous les deux, ils faisaient des séjours en prison. Donc j'avais cette vie dorée, et lui avait cette cage affreuse. Et j'entendais dire tout le temps, mais c'est pas bien ce qu'il a fait ton père, c'est pas bien ce qu'il a fait ton père. Et en creusant, en essayant de savoir, en allant se voir, je disais, mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait de si mal, hein? Bon, c'était des escroqueries. Et j'ai en moi comme ça l'idée que de la justice et de l'injustice très trouble. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on bascule dans l'erreur? Qu'est-ce qui fait la morale? Quelle est notre boussole intime? C'est Zagoury je le cite souvent, pardon, mais Zagoury c'est un psychiatre expert des serial killers. Et il dit qu'un serial killer c'est monsieur et madame tout le monstre. Et oui. Et voilà ce qui m'intéresse. Et voilà ce qui m'intéresse là. Ce moment de bascule, la prise de conscience. C'est la tempête sous un crâne, déclinée à l'infini. Est-ce que vous diriez, pour rester sur ce thème, est-ce que vous diriez que le but du roman, la fin du roman, c'est une interrogation morale? Le but, je sais pas, en tout cas quand j'ai découvert cette histoire et quand Keating racontait son histoire, à chaque fois que je tournais la page, je me disais mais c'est pas possible, Il m'avait ferré, il m'avait donné envie de raconter son histoire parce qu'elle s'inscrivait dans mes démons, dans mes angoisses profondes, dans mes nuits d'insomnie et apporter un peu de lumière au bout de tout ça, avec ces 2 points, lui aussi, pour l'exclamation. Oui, c'est à cause de la citation que vous avez choisie au début, qui est tirée des Misérables, donc, et qui dit « On ne trouve les diamants que dans les ténèbres, on ne trouve les vérités que dans la profondeur de la pensée. » Et dans les Misérables, d'ailleurs, souvent on se demande qui sont les vrais misérables, comme dans ce livre aussi, on se dit finalement les Misérables, c'est peut-être pas tant les Misérables que, je sais pas, Javert était plus misérable que Jean Valjean, finalement. Oui, Javert, c'est un personnage kantien, Javert. Il est kantien, il est pris par cette justice absolue et qui le rend misérable, qui le rend... et d'ailleurs, il se balance. Alors, il y a des scènes absolument extraordinaires dans ce livre, notamment, vous avez parlé du moment où toute la population quitte la ville, enfin, plus grande partie. Il y a des scènes d'exode absolument époustouflantes et vraiment qui prennent à la gorge, et des scènes de panique aussi, notamment une scène à la gare, là où tout le monde essaye de rentrer dans les trains, et là aussi, quand j'ai vu ça, je ne pensais pas du tout avant, mais les images me sont revenues. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est comme les gens qui s'accrochaient aux avions à l'aéroport.
Mais oui, bien sûr, la panique. On dit un vent de panique. Mais c'est une vague de panique, c'est une chair paniquée. La panique, elle a un bruit. J'écris les yeux grands fermés. Pour me représenter les scènes, j'essaye de... j'ai vécu plein de choses, j'étais journaliste, j'ai raconté un peu. J'ai vu des scènes de panique. Les scènes de panique, elles ont un bruit particulier. Hein? Et elles ont une odeur particulière. Un aspect physique, des contacts très particuliers. Et tout ça, encore Victor Hugo, il disait pour décrire les grandes scènes, il faut mettre du chaos dans son pinceau. Eh bien, pour essayer de décrire une scène de panique, il faut introduire un peu de cette folie dans le pinceau, dans le crayon. Hein. Mais pour l'introduire en étant un peu sensé, je vais chercher dans mes souvenirs, dans ce que j'ai vécu au Congo avec des exils dingues. Et je vais piocher dans ma petite réserve intime. Il y a une interrogation d'ailleurs, plusieurs même dans le livre, sur le métier de journaliste, sur l'éthique finalement du journaliste, c'est-à-dire au début par exemple il se dit parce qu'ils ont une grande réunion avec le maire pour annoncer le début de l'épidémie, et est-ce que je dois retenir l'info pour éviter la panique, ou est-ce que mon devoir, est-ce que c'est de dire la vérité? Là, il y a une interrogation. Et encore plus tard dans le livre, vers la fin, il a une discussion, ce journaliste, avec la tenancière du bordel, Anne, sur justement la vérité, parce qu'il veut faire son portrait. Et elle brode un peu, et il lui dit, mais pourquoi dire la vérité? Est-ce que c'est si important de dire la vérité? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt romancer un peu? Et est-ce que la vérité romanesque, finalement, n'en dit pas plus? Oui, c'est ça, vous connaissez la formule. Hein. C'est bien sûr du cinéaste. Hein. Quand la légende est plus forte que l'histoire, retenez la légende. C'est John Ford, c'est ça, je crois que c'est John Ford, à vérifier. Mais oui, mais vous faites des remarques pertinentes après lesquelles on pourrait dire, je ne vais pas être contredire parce que je suis d'accord avec vous. Ça a un rapport, je veux dire, ces questions que vous posez dans le livre, a un rapport avec l'activité de journaliste que vous avez eue. Vous-même, vous vous interrogez probablement là-dessus. Oui, une interrogation permanente. Une interrogation permanente au moment de la crise, la vérité, le portrait. L'angle, c'est affreux, mais quand vous êtes journaliste, on vous demande d'aller faire un papier ou de faire un portrait, on vous donne un angle. C'est-à-dire, sous tel axe. C'est pas la vérité, pardon, c'est juste un point de vue avec un angle. Et si vous ramenez pas le papier avec le bon angle, c'est pas bon. Ça marche pas. Et l'angle, c'est un épée de Damoclès, hein. C'est un canevas, ce sont des œillères qu'on vous impose. Mais c'est la règle. Après, c'est comme ça. L'histoire, toutes les histoires reposent sur un point de vue, donc un angle. Alors là, j'ai une question que vous allez pouvoir m'éclairer, une question qui est une vraie question sur le personnage d'Émilie, parce qu'évidemment, on pourrait parler très longuement de ceux qui restent et ceux qui choisissent de partir. Bon, ils ont tous plus ou moins raison, mais le personnage d'Émilie, donc cette jeune adolescente là qu'on a rencontrée au début, je me demande si la question qu'elle se pose, c'est pas qui suis-je et quel est mon devoir, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a une scène très frappante où elle apprend que son père est mort, qu'il a déjà été enterré, elle se rend dans le cimetière de la ville et elle commet un acte qui est à la fois un sacrilège et un acte de rédemption, c'est-à-dire elle creuse parce qu'elle veut absolument voir le visage de son père pour savoir s'il était blanc et voir probablement à quoi il ressemblait. Et elle est conduite par la fille du gardien du cimetière, et cette fille s'appelle Grace, enfin elle s'appelle Grâce, et je me suis demandé, mais voilà, ce sacrilège finalement, ou les choses interdites qu'elle va le faire dans le livre, est-ce que ce ne sont pas avant tout des actes de grâce et des actes
par lesquels elle va se sauver. Et de la même manière, par exemple, elle sert de guide à sa mère qui est aveugle. Alors là, pardon, c'est encore le vieux lecteur qui va se manifester, mais je me suis dit, mais c'est une Antigone. C'est comme dans Oedipe à Colonne, elle conduit sa mère, sauf que là c'est pas Oedipe, c'est sa mère, mais elle la conduit en dehors de la ville, parce que dans Oedipe à Colonne, vous savez que Andromaque, Antigone, doit conduire Oedipe en dehors de la ville, parce qu'il doit mourir sans être vu pour expier ses fautes en quelque sorte, et sauver la ville. Parce qu'il y a un enjeu là-dedans, c'est sauver les corps, sauver les âmes, etc. Mais il y a aussi sauver la ville. Mais parce qu'on est pétri de ça, on est pétri de cette culture-là, on est pétri de cet antagonisme permanent entre le bien et le mal, entre le sombre et le lumineux, entre le tabou et entre le grotesque et le sublime, comme dirait l'autre. Et Amy est ici entre les deux. Oui, elle se cherche, elle va toujours entre les deux pôles. Mais c'est entre les deux extrêmes qu'elle cherche une voie médiane, qu'elle cherche un début de réponse. Mais c'est important d'avoir ces deux pôles opposés. Parce qu'il y en a au moins deux extrêmes. Quelle était la question? La question, en fait, vous avez vu plein de choses. Je me demandais si le personnage de sa mère, pour dire les choses plus simplement, était aveugle, simplement parce que c'est un peu la même histoire que dans Oedipe, c'est que Antigone lui sert de guide, comme cette jeune fille sert de guide à sa mère, et c'est pour ça qu'il passe. Non, je ne pensais pas à Antigone, mais je suis dans la démarche, je suis plutôt dans la tragédie. Et Antigone, hein, je garde cette version d'Anoï qui annonce dès le début ce qui va se passer. Hein. Dans ce prologue, vous savez, Antigone, c'est la petite brune assise au fond, là. La petite brune qui va bientôt se lever parce qu'elle doit venger sa famille et elle sait qu'elle va bientôt mourir. Donc c'est dit dès le début, la tragédie. C'est dit dès le départ. Et oui, alors, l'aveuglement, c'est la logique de la fatalité. Hein. C'est ce qui nous pousse, quoi qu'on fasse, quoi qu'on puisse découvrir. C'est cette force qui est plus forte que nous. Hein. C'est la Nanke, la fatalité, Fatum. Donc il y a une force tragique, il y a une mécanique infernale là-dedans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le pire, même dans le plus sombre, on commence à entrevoir quelque chose, par tâtons, aveuglément, où on est sourd à une vérité, mais quelque chose se produit. Et on avance vers quelque chose. Tout à l'heure, par exemple, vous disiez, pour rester sur le personnage de cette fille, que dans le roman, il y a plusieurs moments de crise. Et elle-même incarne ça, parce qu'elle-même fait des crises d'épilepsie à des moments clés, quoi, des moments particulièrement tragiques. Oui, c'est quand elle perd le contrôle de son corps. Oui. Très rapidement, il y a une chose que j'ai trouvée vraiment très habile et très passionnante, c'est le thème parmi tous les thèmes qui courent dans ce livre, c'est le thème de la chaleur, de la brûlure. Et on a l'impression que tous les personnages, enfin ceux qui restent en tout cas, luttent contre ça, et contre cette fièvre. Cette fièvre, c'est à la fois la chaleur parce que ça se passe en été et qu'il fait très chaud, alors les personnages sont toujours en train de fermer des volets, de tirer des rideaux. La fille, elle amène des seaux d'eau à sa mère, etc. Enfin, il y a aussi la fièvre de la maladie, qu'éprouvent les personnages, c'est comme ça qu'on sait qu'ils vont mourir généralement. Et il y a peut-être aussi une autre fièvre qui est l'aboutissement de toutes ces transformations, qui est la fièvre amoureuse, quoi. C'est quand même l'amour, je dirais pas l'amour triomphe, mais l'amour surgit, en tout cas se manifeste à la fin. Et d'ailleurs,
par un personnage, sans révéler du tout dans quelles circonstances, par un personnage dont, me semble-t-il, vous avez changé le nom, c'est-à-dire le journaliste Keating, enfin que vous appelez Keating, et qui dans le livre, vous avez rajouté un H, qui s'appelle Kissing, et Kissing, c'est celui qui l'embrasse. C'est très subtil, vous avez fait une lecture très très subtil. Est-ce que je pense à tout ça quand j'écris? Non. Sinon, je pense que je ne pourrais pas écrire. Mais il y a des... oui, c'est volontaire. Mais de Keating à Kissing, il y a un lapsus. Il y a un lapsus qui en fait... Bon... ces thèmes, je pense à... Alors, vous parliez de la chaleur. Oui, je pense à la chaleur. Je lis qu'à l'époque, il y avait... il faisait une canicule très importante. Je vous disais tout à l'heure que j'écrivais les yeux grands fermés. Quand je suis quelque part, quand je décris une ville, une action, je m'efforce par tous les moyens dont je dispose de me la représenter pour que vous puissiez la voir à votre tour, l'éprouver. Et on me dit il fait chaud, je lis il faisait chaud cet été-là, alors je vais me représenter tous les signes de la chaleur pour que vous l'éprouviez vous aussi quand vous... C'est pour ça que tout à l'heure vous disiez peut-être qu'il y avait une écriture un peu cinématographique qui donne à voir, parce que je fais cet effort-là très important de mobiliser tous mes sens pour donner à voir quelque chose. Dans mes ateliers d'écriture, à mes élèves, quand ils butent sur une scène, sur un chapitre, sur un moment fort, et qu'ils ne savent plus quoi écrire derrière, je dis voilà, oublie ce que tu as écrit, ferme les yeux et raconte-moi ce que tu vois. Et je vous garantis qu'on y est. Là, on voit autre chose. Pour celui qui écoute, ou celui qui lit, quand l'auteur fait cet effort-là, ça prend une autre dimension. Et là, donc, il faisait chaud, eh bien, la chaleur. Ça veut dire quoi? Il fait chaud, ça ne veut rien dire. Je le traduis. La passion, la fièvre, oui. C'est évident. Keating, je vous le laisse. Bravo, bien vu. C'est un lapsus. D'ailleurs, on parle, je ne sais pas si c'est utile de parler de ça, mais on pense évidemment à différents textes quand on voulu, mais enfin, il y en a un auquel on pense particulièrement à cause du personnage de Anne Courte. C'est évidemment, et alors d'ailleurs, il paraît que ça s'est formidablement vendu pendant le confinement, je ne sais pas pourquoi. C'est La peste de Camus. Or, je me suis dit, mais cette Anne Courte, elle est un peu comme le docteur Rieux, c'est un peu le docteur Rieux de l'histoire, quoi. C'est celle qui va soigner tout le monde, qui transforme son bordel en hôpital, etc. Bon, enfin, je ne sais pas si il y a déjà ça. Non, puisque je l'ai remis avant le confinement, et que c'est ce qui s'est réellement passé. Anne Cook a transformé son bordel, sa maison de tolérance, en hôpital. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu, c'est elle, avec cette femme que la ville condamne, d'une mauvaise vie, etc., qui finit par avoir un comportement héroïque, quand plus personne, quand tout le monde fuyait la ville, elle a ouvert les portes de sa maison close, si je puis dire, et elle a soigné tout le monde. Là, ça prenait une dimension très intéressante. Non, c'était fait dans un autre sens, mais c'est des moments fantastiques. Si je devais, au même moment, j'étais en train de lire l'histoire de Sarah Bernard. Sarah Bernard, pendant la Commune, elle a fait de l'Odéon indispensable. Sarah Bernard, il y avait un côté un peu Anne Cook, aussi, Sarah Bernard. Aidée par sa mère, sa maman qui disait tiens, tu vois, ce monsieur il est riche, ce serait bien que tu sois gentil avec lui. Il avait 14-15 ans. Non, c'est fou. Elle le met dans un cercueil, ça me gagne. Et elle a eu ce moment-là. L'Odéon a été transformé en hospice et elle soignait, elle est blessée par des explosions de boulets. C'était assez impressionnant. Mais ces femmes-là, voilà, et tout à l'heure, je vous parlais d'une prison. Pour des raisons que vous avez un peu comprises maintenant, j'ai vu que. Voilà.
les personnes qui vont rencontrer les détenus sont des visiteuses de prison. Il y a peu de visiteurs de prison. À chaque fois, c'était des femmes qui me guidaient. Il y a face au pire, face au moment où tout tombe, hein, il y a, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez certaines femmes. D'ailleurs, j'avais noté que le personnage d'Anne Good, le moment où elle non seulement soigne, mais elle recoue Kissing, qui a une blessure, hein, elle le recoue, c'est-à-dire qu'elle le répare en quelque sorte, et elle répare les choses. On dit aussi qu'on recoue aussi un texte, qu'un texte est comme un tissu également. Et j'ai noté, sauf erreur de ma part, il faut attendre à la page 192, c'est-à-dire assez loin dans le roman, pour qu'apparaisse le mot courage. Et il apparaît à ce moment. Courage. Et il apparaît à ce moment-là. Enfin bon, mais c'est très important parce que le mot il dit tout et il veut rien, il n'a pas de sens. C'est l'acte qui est intéressant. Est-ce que quand je vais prendre des risques, j'ai du courage? Non, au début c'est un élan primaire. C'est plus fort que moi. Il faut y aller. Et c'est après coup. On a du courage de faire ça. C'est bien après coup. Donc le courage, il vient pour conclure un peu tout ça, hein, mais bien après. Et Anne, donc, il y a elle aussi une histoire de rédemption. Je me suis dit, mais est-ce que son histoire, l'histoire de ce roman, n'est pas, puisqu'on sait que sa devise au début, quand elle parle de ses filles, elle dit tout se vend. Et si son parcours, en fait, c'est pas de passer du tout se vend à tout se donne, dont le personnage d'une autre prostituée d'ailleurs est Keren, hein, et le symbole est également. Voilà, c'est cette aventure-là aussi dans le roman. C'est pas seulement l'aventure d'une épidémie, c'est aussi un changement de paradigme. Tout se vend et finalement, elle donne tout. Et là, c'est gratuit. Et c'est encore plus beau. Et alors, une toute petite chose, c'est que pour s'acheminer peut-être vers la fin et puis les questions aussi, c'est que votre roman se termine, enfin une fois que le roman est terminé, vous ajoutez un épilogue donc qui parle de différentes choses très intéressantes sur la naissance du roman. Par exemple, il y a un lien avec le fait que souvent dans le roman on nous parle de la musique que les Noirs chantent dans les champs de coton, ou qu'ils chantent la musique qu'ils font quand ils défilent avec leur fanfare. Musique qui est à l'origine, je pense, qui est dans les racines en tout cas d'un célèbre chanteur qui va déclencher indirectement l'écriture de votre livre. Et vous faites également, alors rien à voir avec le précédent, mais une citation du colonel Chabert de Balzac, qui dit en gros que on peut toujours la réalité sera toujours pire que ce qu'imagine le pire des romanciers. Oui, c'est ça. C'est une manière de me rassurer, c'est-à-dire que dans l'histoire, je pourrais toujours essayer d'imaginer des scénarios les plus dingues. L'histoire l'a déjà fait, et en pire, 50 fois. L'épilogue, oui. Mais dans cet épilogue, je voulais surtout traduire l'histoire de Pepe Mosquito. Voilà. Pepe Mosquito, c'est la fin quand même de cette histoire-là. Donc c'est l'histoire d'une épidémie de fièvre jaune. La fièvre jaune, on ne savait pas d'où elle venait à l'époque. On ne savait pas que c'était les moustiques qui transmettaient la fièvre d'une personne à l'autre. Et Pepe Mosquito, je le raconte à la fin, des savants, des médecins sont réunis pour essayer de comprendre ce qui s'était passé à Memphis, pourquoi tant de morts, et puis une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, essayer d'endiguer ça. Et il lui dit, moi je suis persuadé que c'est à cause des moustiques, parce qu'à chaque fois qu'il y a des grandes chaleurs, il y a des moustiques pondent et il y a une fièvre jaune, une épidémie de fièvre jaune. Et tout le monde se moquait de lui, on avait surnommé Pepe Mosquito. Les médecins le surnommaient Pepe Mosquito.
Et quelques années plus tard, à Cuba, Pepe Mosquito rentre chez lui, il y a une épidémie de fièvre jaune. Et là, l'idée un peu saugrenue de mettre des grillages, des tamis, vous savez, comme pour les chercheurs d'or, les orpailleurs, des tamis à ses fenêtres, à ses portes, et c'est l'épargne. Pepe Mosquito avait raison. Mais j'adore cette idée de seul contre tous, hein, de celui qu'on prend pour un fou et qui finalement avait ce trait de génie, avait bien vu les choses. Toujours cet antagonisme, cet oxymore vital, hein, cet oxymore de nos grammaires intimes, entre d'une extrême l'autre, d'un opposé à l'autre, trouver sa juste voie. Et est-ce que vous voulez dire un mot ou est-ce que c'est trop, vous préférez garder la surprise? Parce que moi j'ai été très surpris en lisant ça sur l'histoire de la vidéo que vous voyez du chanteur auquel je faisais allusion et qui vous a donné, non pas l'idée du livre, mais qui vous a mis sur cette voie. Oui, c'est ça, Elvis Il Presley. rigole, il est connu, c'est. Mais oui, Il rit. mais il se marre, il pique un fou rire. C'est Elvis Presley, je sais plus, c'est 69, Las Vegas. C'est pas filmé, c'est juste il y a juste un enregistrement audio. Et c'est en lisant une biographie d'Elvis Presley que j'ai découvert Memphis, l'histoire 1870, ça s'appelle aller. Et Elvis Presley est en train de donner un concert. Oui. Et la chanson, c'est Are You Lonesome Tonight? Il y a le choriste, qui dérape complet. Et il est pris d'un fou rire. Et c'est formidable d'entendre ça, parce que nous-mêmes, on est pris d'un fou rire. On ne peut pas s'empêcher de rire quand on l'entend rire, lui. C'est super. C'est la chanson ratée qui fait vraiment du bien. Hein. Oui. C'est parce qu'il est beau son fou rire et il ne peut plus s'arrêter. Et il est sincère. Hein, il y a un vrai diamant dans ce moment-là. Hein. Il est à cœur ouvert. On voit qu'il y a la gorge déployée. Il rit avec on voit grand à l'intérieur. La gorge déployée. Alors il y a plusieurs interprétations. Hein. La choriste, oui. Et puis, il paraît qu'il y a quelqu'un qui était dans les premiers rangs, un fan, qui a pris sa moumoute et qui a commencé à l'agiter. Et voyant ça, il n'a pas résisté. Mais ça ne dit pas comment vous êtes venu au... Enfin, quel est le lien? Enfin, il y a un lien quand même entre la musique noire et les débuts du rock, quoi. Enfin, du jazz, du blues et du rock, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait une façon de danser qui était très gênante, très sensuelle. Et puis, c'est parce que j'entendais tout le temps cette chanson-là, j'adorais cette chanson où il pique un fou rire, Elvis Presley, que j'ai lu cette biographie et j'ai vu l'histoire de Memphis, voilà, de fil en aiguille. D'accord, merci infiniment. Et on peut peut-être se tourner vers le public si des gens ont déjà lu le livre ou veulent intervenir. C'est dur après toi parce que quand tu es allé dans les détails plus intimes, il en reste beaucoup à découvrir. Il fait dire beaucoup de choses au texte. Hein. Mais À ce moment-là, on peut garder un peu de temps pour des dédicaces, si vous voulez bien. Et puis vous remercier pour ce dialogue qui était vraiment très, très intéressant, je trouve. merci beaucoup. C'est un plaisir. J'ai découvert